Bienvenue dans l'épisode numéro 12 du documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie. Aujourd'hui, je vous présente l'interview dans son intégralité de Laurent Fabre. Laurent est ostéopathe DO, diplômé du CESO Paris. Il exerce au sein de son propre cabinet sur Paris depuis 2002. C'est un passionné de neurosciences. Ses recherches portent principalement sur les mécanismes neurophysiologiques de la douleur, la fiabilité du diagnostic ostéopathique et les effets physiologiques du traitement manuel ostéopathique. Laurent est spécialisé dans le diagnostic des douleurs neuromusculo-squelettiques et le traitement des douleurs radiculaires et les radiculopathies. Il dispense 2 formations sur les manipulations des nerfs périphériques ou pas, les prises en charge des névralgies cervico-brachiales, mais aussi des sciatiques et cruralgies en thérapie manuelle. C'est une excellente formation, je vous la conseille fortement. Donc je vous laisse écouter cette interview passionnante de Laurent Fabre sur sa vision de l'ostéopathie, mais comment aussi il la voit évoluer dans les prochaines années. Bonne écoute. La science a-t-elle pu évaluer l'efficacité de l'ostéopathie ? Alors, ce qu'elle a été capable d'évaluer, il y a plusieurs choses. Il faut toujours prendre des pincettes avec la science, parce qu'on ne peut jamais dire ce qui est vrai. On peut toujours dire ce qu'il y a de moins faux aujourd'hui. Et ce qu'il y a de moins faux aujourd'hui, en sachant que les études peuvent toujours être améliorées, il y a un truc qui est très important à savoir et qui n'est pas assez su. Et c'est en 2018, dans l'IJOM, il y a une auteure qui s'appelle Sarah Coutou qui a produit des données assez intéressantes. Elle a regardé l'efficacité de l'ostéopathie sur les facteurs psychosociaux. Et on sait aujourd'hui que dans la douleur chronique, la prise en charge des facteurs psychosociaux est importante. Et donc, donc c'est une revue de littérature, il y a 16 études. Et les résultats sont assez intéressants parce que donc ils ont étudié l'efficacité sur la dépression, sur le catastrophisme, sur la peur-évitement, sur l'amélioration de l'état de santé et sur un autre paramètre, la qualité de vie, c'est ça, c'est le paramètre que j'avais oublié. Et en fait, apparemment, il semblerait que la prise en charge du traitement manipulatif ostéopathique a une efficacité statistiquement significative sur tous ces paramètres psychosociaux. Donc ça, c'est une première chose pour dire que, effectivement, alors, est-ce que c'est que l'ostéopathie? Mais en tout cas, c'est ce qui a été évalué, en fait. Il y a une autre revue de la littérature qui est sortie en 2022 dans un journal qui est quand même assez important, qui s'appelle le BMJ. Donc, c'est pas... méthodologiquement, ils sont solides. Je crois que c'est Bagagiolo, c'est des Italiens, qui ont pris toutes les revues systématiques et méta-analyses qui ont été faites depuis, je pense, les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des situations pour lesquelles on pense qu'on peut dire qu'on a de l'efficacité, mais enfin, on va dire... c'est une bonne piste et on peut poursuivre la piste. Et puis pour l'instant, il y a des situations pour lesquelles on n'a vraiment pas assez de preuves qu'on est efficace. Et globalement, pour les douleurs lombaires non spécifiques aiguës et chroniques, le traitement manipulatif ostéopathique semblerait être intéressant sur la douleur. Pour les douleurs cervicales chroniques aussi. Et pour l'instant, par contre, pour les migraines céphalées, on n'a pas assez de données, c'est trop peu consistant pour dire qu'il y a de l'efficacité. Pour les maladies qui tournent autour de la pédiatrie non plus. Et puis pour le syndrome du côlon irritable non plus, apparemment, on n'a pas assez de données pour dire qu'on est efficace. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'on pourrait dire. C'est ce qu'il y a de plus si on prend ce qu'il y a de plus récent aujourd'hui, à peu près. Voilà. Ostéo et kiné, métier complémentaire ou métier concurrent ? Je pense qu'on a le droit d'avoir plusieurs visions de la vie. Ça c'est la première chose. Et qu'on a le droit d'aborder les choses de manière différente. Parce que on a des cultures différentes, on a des sociétés différentes, et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Maintenant, si je me mets dans le contexte uniquement français, parce qu'il faut recadrer en France, parce qu'on pourrait comparer à l'Angleterre, par exemple, où en Angleterre, il existe des physios, des chiros, des ostéos, qui font effectivement autour de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques à peu près la même chose. En France, on n'a pas la même société et on n'a pas du coup la même identité de rôle. Et j'ai envie de dire qu'il y a quand même 2 identités de rôle différentes. Les ostéopathes, dans leur formation, quand elle est bien faite, sont des gens qui ont été formés à la première intention et au triage. Et je pense qu'il y a de la place
pour, pour un métier qui reçoit des douleurs musculo-squelettiques en première intention, où il y a besoin de faire un triage. Et aussi, justement, dans ce triage, quand il est bien fait, qu'on sait que c'est de la douleur qui va probablement s'améliorer, en ayant une analyse des facteurs psychosociaux pour prévenir un risque de passage à la chronicité, on peut très certainement empêcher de faire en sorte que ces gens qui ont de la douleur aiguë se transforment en douleur chronique. Donc je pense que les ostéos, ils ont un énorme rôle là-dedans, c'est pour éviter de fabriquer des malades en première intention. Et en France, dans des régions où c'est sous-doté, par exemple, je pense que les ostéos ont énormément de place, parce qu'un kiné, ça va être 1 mois, 2 mois, voire 3 mois d'attente. J'entends, moi, de temps en temps, des kinés qui me disent qu'ils ont 4 mois d'attente dans certaines zones. Et donc, et ces gens-là, ben, s'ils ne sont pas rassurés, si on leur a pas fait du bien, eh ben, ils vont peut-être devenir chroniques. Donc ça, c'est un coût énorme pour la société. Donc je pense que les ostéos, ils ont ce rôle-là, essentiellement. C'est-à-dire de prévenir des gens qui sont en aigu, en subaigu, qui se transforment en chronique, là où les kinés ne pourront pas le faire parce qu'ils ne seront pas là, et où ils ne seront pas forcément bien formés. Parce qu'aujourd'hui, la kinésithérapie, elle a changé, mais il y a encore une grande partie de la kinésithérapie, les kinés ne savent pas faire de triage. Ils ne savent pas gérer du triage, en fait, parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et maintenant, si on prend un peu de recul, eh ben, effectivement, on a des compétences communes, c'est-à-dire qu'on a la compétence de la gestion de la douleur, aiguë ou chronique. Et puis, on a des compétences que les ostéos n'ont pas et que les kinés ont. Et les kinés, ce sont ceux qui rééduquent, en fait. Donc, ils ont des compétences de rééducation, mais ils ont aussi des compétences dans des services de neurodiabétologie, dans des services de pneumo, dans des services de... Enfin bref, ils ont des compétences de rééducation de troubles neuro, de troubles vasculaires. Enfin, donc, en fait... On a des champs de compétences qui se croisent et puis on a des champs de compétences qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc en fait, je pense qu'on est, en France en tout cas, on est complémentaires. Que penses-tu des fondateurs de l'ostéopathie ? Je ne peux pas parler de chaque fondateur de l'ostéopathie ou le peu que j'ai lu sur l'histoire de l'ostéopathie, et je conseille les gens s'ils veulent vraiment en savoir, il y a un historien qui s'appelle Gewitz qui a publié dans le JAOA des articles, il en a fait sa thèse en fait de doctorat. De moi, ce que je comprends de ce que j'ai lu, c'est qu'à un moment donné, dans une époque, la médecine avait du mal à régler des problèmes parce que elle avait, on va dire, une certaine forme de modèle de soins qui n'était pas adapté au traitement des maladies, et ont émergé des gens qui ont pensé un peu différemment, d'un point de vue très pragmatique, en observant la clinique, en observant les gens. Et ils ont eu des résultats où les médecins n'en avaient pas forcément. Et si on prend du recul et qu'on regarde comment ils faisaient, c'est des gens qui écoutaient beaucoup, qui écoutaient les émotions, qui prenaient en compte l'alimentation, le contexte de vie. Et effectivement, quand les gens arrivaient bloqués, ils palpaient et ils trouvaient des signes cliniques de gens qui étaient tordus, et puis ils les manipulaient, et puis les gens étaient détordus. Et donc, forcément, on a besoin de donner un sens à sa vie. Et sur les modèles de l'époque, ils ont construit quelque chose qui leur convenait, qui avait du sens pour eux à l'époque, avec les connaissances de l'époque. Et je pense que ces gens-là, s'ils étaient là aujourd'hui, dans les mêmes conditions, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, probablement que les modèles explicatifs ne seraient pas les mêmes. Donc c'est à peu près ce que je pense. Comment expliques-tu le succès de l'ostéopathie auprès des patientes et des patients ? Alors, elle en a connu à une époque, donc il y a très longtemps, comme on disait avant, c'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient des résultats là où on n'en avait pas. Et c'est vraiment intéressant de lire autour de la médecine héroïque. Et puis nous, en France, en fait, moi, j'ai fini, on va dire, j'ai commencé à travailler en 2002. J'étais à une époque où les kinés, c'était du chaud, c'était des cages à poulies, c'était du massage transverse profond. Donc c'était très très biomécanique, c'était très t'as mal là, on va essayer de comprendre biomécaniquement ce qui se passe. Et en fait, ils n'avaient pas de résultat. En fait, ils répondaient pas du tout à la prise en charge de la douleur de manière adaptée. En fait, donc je vais dire un truc un peu dur, mais les kinés étaient nuls. Et j'ai eu de la chance, moi, quand j'ai commencé, d'arriver dans une situation sociétale où les kinés étaient nuls. Et donc, en fait, le patient du lundi matin avec son torticolis, il rentrait
complètement dans un cercle vicieux de catastrophisme, de trucs, voilà, et où il allait peut-être voir le médecin, qu'il allait filer des médocs, et puis après, d'un point de vue linéaire, on continuait, on allait lui faire des radios, et puis on lui disait que son cou était tordu, qu'il allait faire de la rééducation, qu'il lui fait... Bref. Et c'est un peu d'abord à cette époque-là que c'est des kinés qui voyaient que ça marchait pas, qui se sont posés des questions, et ils ont dit, ah bah tiens, il y a des gens, ils font un peu différemment, et ces kinés-là, ils sont allés voir des ostéos, parce que bah, l'ostéopathe, à l'époque, il faisait différent, quoi. Il écoutait son patient, il répondait en disant, bah c'est un peu bloqué, on va débloquer, regardez, c'est mieux. Il touchait le patient. Moi, mon cousin, à l'époque, qui a fait des études de kiné, il me disait, Laurent, dans mes études, on disait de surtout pas toucher le creux poplité parce que c'était dangereux. Donc en fait, du coup, ça laissait quand même peu de place à la communication charnelle, enfin, qui fait du bien, en fait. Je veux dire, et c'est probablement pour ça que on a eu du succès et qu'on en a encore parce que la situation est toujours. Alors, la kiné évolue aujourd'hui, mais il reste encore. Enfin, ça évolue depuis très peu, en fait. Et donc, du coup, on a encore de ce succès grâce à ça, en fait. On répond aux attentes de patients. Dysfonction primaire, mythe ou réalité? Alors, ben, moi, j'ai fait des études. J'ai vu que les profs qui nous enseignaient, ben, ils avaient des résultats, ils parlaient bien, c'était cohérent. Et effectivement, ben, quand on a commencé à me parler de lésions ostéopathiques, ben, j'y ai cru. Enfin, je veux dire. Et puis, je suis rentré dans des études où, si j'avais envie de survivre, et ben, il fallait que je fasse partie socialement et il fallait que j'existe avec les gens qui étaient autour de moi. Et donc forcément, j'ai cru à ça. J'ai cru à ça et puis j'ai essayé de trouver justement ces lésions primaires ou lésions ostéopathiques. Et puis, bah, il y a des fois, on se retrouve un peu face à des incohérences quand certains profs nous disent des trucs, ou il y a un prof qui teste ça, et puis un autre qui teste quelque chose d'autre, et puis on trouve pas la même chose. Et puis on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise quand un prof teste après nous, il nous dit non, c'est pas là où c'était. Et puis à un moment donné, on doit survivre et avoir ses examens. Donc on dit au prof ce qu'on a envie qu'il entende. Et il dit oui, oui, c'est ça. Et puis il repasse avec les mains en disant effectivement, t'as raison, c'est bien ça que t'as senti. Donc il y a un moment donné, on se pose des questions. Et puis cette histoire de il faut trouver une lésion primaire. Est-ce que j'ai trouvé la bonne? Ça me met dans un inconfort. Bon, bref. Et donc, il y a un moment donné, je suis sorti un peu. C'était en changement, quoi. Et c'était quelque chose qui commençait à me mettre dans l'inconfort. Et puis, au bout d'une année de pratique, là, je pouvais plus continuer comme ça. Parce que je trouvais des trucs, je les traitais, les patients allaient mieux, ils revenaient, je trouvais la même chose avec mes mains. Ou alors je trouvais des trucs, je les traitais pas, je traitais autre part et les patients allaient mieux. Donc en fait, il y a un moment donné, c'était vraiment trop incohérent. Et puis quand je me suis intéressé au modèle biopsychosocial, j'ai compris ce que c'était la causalité linéaire du modèle biomédical. Et donc quand on fait un peu de neurosciences, on se rend compte que le corps, il est trop complexe pour qu'il y ait des relations de causalité linéaire si simplistes que ça. Et donc, bah, ça a été beaucoup plus confort pour moi de mettre ce concept de côté. Et aujourd'hui, si je lis la science, et notamment on peut aller lire les travaux de Gary Fryer, qui est quelqu'un qui est un ostéopathe qui a travaillé à Kirksville et qui a fait énormément d'études justement sur l'évolution de cette... Bon, aujourd'hui, on appelle ça dysfonction somatique. Il demande qu'on arrête d'utiliser ce concept, en fait. Il dit qu'il est peut-être plus très utile, en tout cas dans l'approche diagnostique et thérapeutique. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que je manipule pas des zones où je sens des restrictions de mobilité, mais je ne vais pas considérer ça comme une lésion ou comme un défaut corporel. C'est quelque chose que je vais plutôt utiliser en communication thérapeutique quand le patient sent qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas dans son corps et que c'est là qu'il a envie que ça bouge. Et ben à ce moment-là, on aide et on sait que la manipulation va avoir un effet bénéfique sur les signes cliniques de cette dysfonction somatique. La thérapie manuelle ostéopathique, spécifique ou non spécifique? Alors, non spécifique, il y a... on sait qu'il y a une partie non spécifique, qui est probablement beaucoup plus grande que la partie spécifique, mais pour l'instant,
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet spécifique dans la manipulation. Parce que il y a des études, et notamment l'étude qu'on a faite dans le JAMA, a montré une différence statistiquement significative des dysfonctions somatiques chez les patients qui avaient des douleurs lombaires chroniques par rapport à ceux à qui on faisait un traitement placebo. Donc statistiquement, il y a une différence. Donc elle est faible, mais elle existe. Quelle direction devraient prendre les études d'ostéopathie? Déjà, ce serait d'investir dans la recherche, de produire des briques élémentaires de savoir, comme dirait mon ami Marco Gabuti, pour faire en sorte qu'on avance. Donc, oui, c'est ça, des partenariats avec l'université, investir dans la recherche, sensibiliser les étudiants à l'analyse critique pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre opinion. Et ça, dès la première année, on peut leur donner des cours d'analyse critique, que ça soit au début sur, par exemple, quels sont les biais cognitifs, et puis ensuite peut-être leur donner comment on lit une étude, etc. Donc un truc un peu progressif. Ça, c'est dans un premier temps. La deuxième chose, ce serait dès la première année et tout au long du cursus, d'avoir des cours de compréhension de comment fonctionne le système nerveux et la douleur. Ce n'est pas les cours basiques de neurophysio de la douleur, c'est vraiment des neurosciences de la douleur, pour qu'ils soient éclairés sur ce que sont des signes cliniques, et comprendre en fait la biologie de la douleur, en fait, mais vraiment bien. Et puis ensuite, leur donner aussi, en plus de ce qu'ils ont, tout un cursus sur le modèle biopsychosocial et comment pouvoir le mettre en place dans la prise en charge de la douleur. Et dans ce modèle biopsychosocial, un truc indispensable à mon sens, c'est des cours de communication thérapeutique, où ils devraient savoir ce que c'est qu'un entretien semi-structuré, ce que c'est que l'entretien motivationnel, peut-être avoir même des cours d'hypnose conversationnelle pour savoir que effectivement la gestion des effets non spécifiques, elle potentialise énormément le résultat thérapeutique. Comment vois-tu l'avenir de l'ostéopathie dans les prochaines années? Alors c'est très très difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce qu'il y a énormément de facteurs contextuels, politiques et sociaux. Il y a des guerres que je ne partage pas justement parce qu'il y a des guerres d'identité. Et puis il y a aussi dans les syndicats d'ostéo, il y a des dinosaures. Il y a des gens qui sont toujours dans l'ésotérisme, qui vivent avec des œillères. Et donc en fait, il y a plein de choses. Mais il y a aussi chez les kinés, des kinés qui s'ouvrent à la pluridisciplinarité. Et c'est souvent les jeunes en fait. Et j'ai envie de dire, si les jeunes kinés et les jeunes ostéos arrivent à avoir de l'analyse critique, de la tolérance, de la bienveillance, je pense qu'on peut aller, avec un discours commun, je pense qu'on peut aller vers quelque chose de joli. Mais tant qu'il y aura tout ça, pour l'instant, donc voilà, j'ai des espoirs, mais j'ai absolument aucune idée. Merci Laurent.